Salut Solène. Salut Sandra. Comment vas-tu ma chère Solène? Eh bien écoute, plutôt bien. Plutôt contente d'être ici en ce moment. Mais moi je suis trop contente déjà de te recevoir, première chose. Trop contente parce qu'en plus tu es si loin, normalement tu vis à Bali. Eh oui, Donc, là, je suis de passage, c'était l'occasion. Mais oui. Enfin qu'on puisse se rencontrer. Mais carrément. Moi je me suis dit putain, il va falloir que j'aille jusqu'à Bali pour l'interviewer. Ça aurait pu être possible aussi. Hein. Mais tu sais que c'est dans mes plans. C'est I vrai will come. Ouais, j'ai bien envie de prévoir ça, je sais pas, 2024, 2025, j'en sais Ah ouais, rien. en plus il y a mais, tout ce qu'il faut, hein, même pour enregistrer et tout. Trop bien. Ouais. Je vais faire un petit tour pour voir ce qui s'y passe. Mais présente-toi, ma chère Solène, avant tout, puisque peut-être que mes auditrices ne te connaissent pas toutes. Alors, qui es-tu, Solène? Alors, c'est toujours une question qui est difficile pour moi. Alors, quand je dis difficile, pas traumatique, hein, mais c'est simplement que moi, je ne sais plus comment me définir, en fait. Je ne sais plus trop dans quelle case me mettre. Donc, je me définis un peu comme une entrepreneure multipotentielle. Alors, je vous vois frémir, certains, parce qu'en fait, multipotentiel, ça sonne tout de suite un petit peu comme arrogant, supérieur, j'ai plein de potentiel que vous n'avez pas. Ouais, c'est souvent quelque chose qu'on m'a pas reproché personnellement, mais on dit, mais pour qui te prends-tu? Alors, c'est plutôt multipassionné, si vous préférez, parce que j'ai plusieurs casquettes. Bon, j'ai cette casquette de maman que tu as aussi, podcasteuse, je vends et crée de la formation aussi, infopreneuse. Je suis auteur aussi depuis 1 an d'un oracle et bientôt d'un livre. Et puis pour le moment, c'est à peu près tout. J'ai quelques petits projets sous-jacents. Des projets secrets. Voilà, pour le moment. Est-ce que tu peux nous révéler un petit truc ou pas? J'aimerais faire du présentiel, un gros truc en présentiel. Yes. Voilà. Alors, ça sera pas pour tout de suite parce que ça se prépare bien en amont. Good luck. Mais voilà, il y a good luck, surtout. Ouais, c'est de l'énergie. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'à voir aussi ce que je pourrais mettre dedans. Mais ouais, bon, il y a toujours plein de projets qui naissent, hein, mais voilà un petit peu comment je me définis. Donc, je ne sais pas, mettez l'étiquette que vous souhaitez. Je ne suis pas coach. Voilà, je me mets pas dans la case de coach parce que je ne fais pas de coaching, tout simplement, quand bien même c'est vrai que tous nos profils se ressemblent. Mais tu vois, je savais pas ça. Ouais. Je pensais que tu faisais non, du coaching. Je fais pas de coaching. J'ai passé des formations de coach. Un petit peu comme tout le monde, puisque je me cherchais aussi en 2019-2021. Comme tout le monde, c'est vrai. Voilà, comme tout le monde qui est coach aujourd'hui, disons-le. Why not? Mais en réalité, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je préférais, plutôt du mentoring qui est légèrement différent. Enfin, la posture est quand même un petit peu différente. Je me reconnais plus que dans le coaching en tant que tel. Donc voilà, je travaille avec des coachs, mais moi-même, je ne coache pas vraiment. Alors, c'est quoi du coup la différence entre mentoring et coaching? Alors, moi, je vais donner ma définition. C'est peut-être pas la définition exacte, mais en tout cas, comment moi je procède. Le mentoring, c'est pas vraiment une position supérieure en tant que telle, mais j'apporte beaucoup plus mon expérience que le coaching où on va venir plus poser des questions. C'est moins mon truc. Donc le mentoring, je vais plutôt toujours tourner en fait. Égocentriquement, l'épicentre va être un petit peu moi, en fait. Moi et mes retours d'expérience, tout en aussi gardant un recul, tu vois, forcément, parce qu'on va pas non plus dire à la personne que voilà, mon expérience est l'expérience du monde et qu'il faut forcément l'écouter à la lettre. Mais l'idée, c'est de partir un petit peu de mes succès, de mes échecs, de ce que j'ai pu un petit peu faire et pourquoi pas donner quelques raccourcis, si je puis dire, même si on sait que tout ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est un petit peu comme ça que moi, je vois le mentoring. C'est beaucoup de retours d'expérience. Oui, il y a des questions qui se posent, etc. Mais c'est comme ça que je préfère les accompagner, en tout cas. Plutôt que le coaching où on va plus être côte à côte et aller chercher la personne avec beaucoup, beaucoup de questions. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'avais appris à l'époque et ça me ressemble moins. D'accord. Voilà. Je trouve ça trop chouette, mais ça me ressemble moins. Plus dans la masterclass, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. C'est plus fluide, en fait, pour moi, de faire comme ça. Mais tu vois, pendant longtemps, ça, je le savais pas. Enfin, jusqu'à... on est 2024. Jusqu'à 2022, ouais, je crois que c'est venu me travailler pendant ma grossesse. Je me considérais comme coach. Et c'est vraiment pendant ma grossesse que c'est remonté et que je me suis dit, mais je crois pas que je suis coach, en fait. J'ai passé une formation de coaching, certes, mais c'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas fluide. C'est pas naturel pour moi. Tandis que le mentoring était plus fluide. Je comprends tout à fait. Et sache que moi, c'est une étiquette aussi que j'ai toujours détestée. Et pourtant, pour le coup, moi, j'ai coaché à fond. Mais j'ai toujours détesté l'étiquette de coaching. J'ai toujours détesté les écoles de coaching. Je déteste. Et enfin, tu vois, les meilleurs coachs, c'est pas forcément celles qui ont des diplômes de coaching. Complètement. Et, tu vois, enfin, vraiment, pour le coup, pour avoir bossé avec des coachs qui avaient des diplômes et qui étaient mauvaises, d'autres qui avaient des diplômes et qui étaient bonnes. Mais pour moi, une bonne coach, c'est vraiment genre quelque chose qui est en toi, qui est intuitif, tu vois. Complètement. Ouais, tu sens la différence, quoi. Ouais, complètement. C'est un peu le hic d'aujourd'hui aussi. Enfin, carrément. Je veux pas cracher dans la soupe, mais c'est vrai que des coachs, il y en a beaucoup.
Voilà. J'allais le dire, mais j'ai laissé beaucoup trop. Et effectivement, même si on peut pas faire généralité, on est obligé un petit peu quand même, mais je pense que dans nos corps de métier, toi aussi, tu dois tomber aussi sur des choses qui parfois sont lunaires, mais les coachs qui sortent d'école sont pas forcément les meilleurs, effectivement. Non. Et par expérience, pour avoir essayé d'en faire aussi rentrer quelques-uns dans mon entreprise, malheureusement, je m'arrêterai pas qu'à ça, mais c'est vrai que je suis obligée de constater que c'était parfois laborieux, quoi. Mais c'est comme dans tout, quand tu recrutes une personne en entreprise, peu importe à quel niveau, à quel poste, ce qui compte, tu vois, c'est les soft skills, c'est les compétences humaines de la personne, la personnalité. C'est ça qui va faire la diff, c'est ça qui va faire que tes élèves ils vont kiffer être coachés par cette personne. Enfin voilà, bon, bref. Petite parenthèse qu'on referme sur les coachs. mais voilà, moi, tout ça pour dire que moi non plus, je n'aime pas l'étiquette de coach. Et je ne me suis jamais mis une étiquette de coach. Je suis allergique à ce terme, mais peu importe. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, j'ai du mal à me définir. Et en fait, c'est un petit peu aussi ce que tu prônes, c'est cet aspect multipotentialité, multi-compétence, comme tu veux. C'est pour ça aussi que c'est difficile de se... Cette question, elle est chiante, tu sais, genre, moi aussi, je déteste qu'on me pose cette question, présente-toi. Je sais pas. Par où commencer, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai. C'est pour ça que je te disais, c'est une question qui est difficile pour moi. En fait, c'est parce qu'elle l'a vraiment été pendant longtemps. Maintenant, j'en ris un peu parce que du coup, j'ai trouvé un peu le terme approprié à tout ça. Mais pendant longtemps, tu vois, même quand je me retrouvais dans des réseaux d'entrepreneurs, des soirées, etc., et qu'on me disait, alors, toi, tu fais quoi tu sais, il y en avait un à qui je me présentais. Oui, parce que j'ai pas dit aussi, je fais aussi de l'astrologie. Rien à voir. Non. Ouais. Je suis aussi astrologue depuis bientôt 4 ans, je crois. J'avais passé On ferait une petite parenthèse astrologie. Ah, si tu veux. Ah, oui. trop bien. Avec grand plaisir. J'adore. Ah ouais, avec grand plaisir. Et voilà, c'est un truc que je mets pas forcément en avant sur mes réseaux. Bon, quoique, il y a eu des périodes où un peu plus. Mais tu vois, lors d'une soirée, je pouvais me présenter astrologue à quelqu'un. Et puis, l'autre coach pour entrepreneurs ou spécialité marketing. Tu vois, en fait, je disais un peu tout ce qui me passait par la tête. Et à la fin de la soirée, je me disais, mais je me suis présentée à plein de personnes de façon différente. Et ça me posait vraiment problème, tu vois. Parce que du coup, moi-même, ça me perdait. Et ça me rendait confuse même à propos de ma propre identité. Je me disais, mais en fait, je suis qui ? Je suis qui parce que... n'importe quelle réponse que je pouvais donner, si je disais par exemple astrologue, tout de suite, il y avait une grosse frustration de me dire « Mais non, mais je suis pas que ça. Enfin, il y a aussi cette casquette-là et ça, et je sais faire ça, et j'ai aussi telle compétence, et je suis aussi passionnée par ça. » Et tu vois, ça rendait... ça me rendait vraiment confuse et frustrée. Et c'est pour ça que quand je suis tombée sur le terme multipassionné, multipotentiel, je vais volontairement les confondre, mais il y a quand même une légère distinction. Ça m'a rassurée, en fait, tu vois. Et je me suis dit, finalement, oui, c'est une étiquette de plus, mais je crois que c'est une étiquette que je choisis et qui me rassure. Et je pense que tu rassures aussi les autres en parlant de ça. Exactement, parce qu'en fait, il y a tellement de monde qui se retrouve confronté à ça, et encore plus, je pense, avec notre génération, si je puis dire, et la génération qui arrive, où on choisit aussi de ne pas faire le même métier toute notre vie, on choisit de volontairement aller chercher différents intérêts, s'autoriser en tout cas à aller les explorer, etc., par rapport à nos parents. Enfin, moi, je sais que mes parents, non, tu vois. Enfin, mon père, moi, il est resté 40 ans dans sa boîte, tu vois. Non, mais grave, ça a tellement évolué. Parce que c'est comme ça. Bah oui. En gros, c'était ça. Il y avait pas vraiment, c'était pas discutable. Et moi, j'avais exactement le même problème que toi pour revenir sur cette histoire qui est difficile. Voilà, c'est difficile de se présenter. Quand on me demande ce que je fais, au début, j'étais en mode, tu connais les podcasts ? Ouais. Donc, moi, j'ai un podcast, mais puis je vends des formations aussi, et puis j'organise des événements aussi. Tu sais, c'est genre rien écrire. Le gars, tu l'as perdu, il est là. C'est ça. Ok. Ouais. Voilà. Donc, c'est très difficile de se définir, et je pense que tu as raison du coup de parler de multipotentialité, etc. Et du coup, j'ai des questions par rapport à ça. Je pense qu'il faut que les gens comprennent que c'est pas parce que là tu vas lancer un projet aujourd'hui que ce projet-là tu vas le faire toute ta vie, c'est pas sûr. Et puis tu peux aussi, moi j'aime bien parler d'écosystème, c'est ce que j'essaie de créer moi avec mon business, c'est que tu peux créer plusieurs choses dans un projet. C'est ça qui est génial. Tu peux t'éclater, tu peux rajouter des choses, tu peux pimenter, tu peux créer à ta manière. Et d'ailleurs, pour comprendre un petit peu ton écosystème, est-ce que finalement le fait que tu aies du mal à te présenter, à clarifier du coup ton business quand on te demande ce que tu fais, est-ce que tu as remarqué que ça t'a peut-être posé des soucis justement dans l'acquisition client, dans la manière dont ton business fonctionne ? Est-ce que des fois tu te dis putain, j'ai l'impression que les gens sont perdus par rapport à ce que je fais ? Ouais. Carrément. Ah ouais, ouais, carrément. En 2020, il y a eu le Covid, tout ça. Moi, la descente aux enfers, c'était 2021. C'est pas vrai. Descente aux enfers. En fait, j'ai eu plusieurs choses parce que j'ai aussi fait du e-commerce. J'ai monté une marque pendant 2 ans que j'ai co-créée avec une amie. Mais non, alors attends, va falloir qu'on rembobine tout. Alors je te laisse répondre à cette question et après on rembobine tout, ok ?
Ouais, mais bon, des échecs, mais des échecs super cool au final. Mais du coup, tout s'est passé un peu dans ces alentours-là, entre 2020 et 2021. Et justement, 2021, j'étais déjà en projet sur cette marque-là. J'ai travaillé dessus de 2020 à 2022. Et à ce moment-là, je faisais pas exactement ce que je faisais aujourd'hui. Je faisais beaucoup d'affiliation, moi. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai démarré. Okay. Je travaillais avec un investisseur IMO qui commence à se faire un peu un nom maintenant, qui s'appelle Christopher Van Gen. Ah bah oui. Voilà. Mais c'est pas vrai. Mais tout le monde se connaît dans ce monde, ouais, c'est dingue. J'ai commencé avec lui en 2018. Mais incroyable. Franchement, il assure de ouf, lui. Ah ouais. Et puis, c'était déjà super prometteur, même ce qu'il faisait. Et en fait, j'étais sa meilleure affiliée. Et c'est lui qui était venu me démarcher à l'époque, en 2018. Je sais pas, je devais avoir 15 ou 20 000 personnes qui me suivaient. Il m'a dit, voilà, je te propose quelque chose. Est-ce que tu veux être affilié pour ma formation? Parce que je vois que tu en parles déjà gratuitement. Parce qu'en fait, j'en parlais, moi, de son programme. J'étais une passionnée d'IMO. Ah, ouais. Je ne savais pas ce que c'était l'affiliation. Et du coup, il se faisait de l'argent. Et il me disait, tu me rapportes plein de clients, mais c'est très bien que du coup, tu te fasses de l'argent. Et moi, j'étais, ah bon, mais comment ça fonctionne? Il me dit, tu changes rien à ta com, tu mets juste ton lien. Ça a tout décollé pour moi. Enfin, à l'époque, incroyable. 2018, c'était pas du tout la même époque. Incroyable. Et c'est ce qui m'a lancé, clairement. J'ai fait de l'affiliation pour lui pendant 1 an et demi. Lui, dans sa poche, je lui ai rapporté 1 million. Ce qui m'a fait à peu près 250, 300 000, parce que j'étais à peu près à 25-30%. Putain, girl, that's good. À l'époque. Je sais pas si je referais la même chose maintenant. Je vais pas te cacher, évidemment, le système a un petit peu changé. Mais à l'époque, en tout cas, j'avais trouvé un système. Voilà, je ne saurais pas t'expliquer. Je me suis formée, bravo. Etc. et tout. Et c'était cool, je travaillais toute seule. J'avais pas d'équipe, donc du coup, c'était un bon chiffre d'affaires, tu vois, qui était pas mal. Et donc, c'est un peu ça qui m'a vraiment lancée pour le coup et qui m'a permis d'aller réinjecter dans d'autres projets. Sauf que justement, en 2020, moi, ça a continué d'aller. C'était plutôt 2021 que j'ai senti le Covid, parce que 2020, en soi, tout le monde était confiné, donc les gens achetaient des formations. Donc moi, vu que je faisais de l'affiliation, tu vois, c'était chouette pour moi, tu vois. Carrément. Ça fonctionnait encore. Je venais de sortir d'ailleurs ma propre formation d'affiliation. Comment on fait de l'affiliation? Mais non! Forcément. D'accord. La première que j'ai sortie, entre 2019 et 2020. Ouais, j'avais dû la sortir légèrement avant le Covid. Mais bref, du coup, j'avais un peu tout ça qui tournait, donc c'était trop cool. 2021, là, un peu le choc, grosse remise en question, grosse perte de sens. J'ai envie de dire un peu classique, je pense que tout le monde y passe à un moment donné. Je décide de partir à Bali, tout ça. En fait, c'est vraiment le cliché que je vais raconter. J'ai l'impression d'être un cliché. Mais arrête, pas du tout, c'est ton histoire. Le cliché de la perte de sens, je me barre à Bali. Je suis passée par là aussi. Et puis c'est vrai, c'était vraiment comme ça. Et alors attends, pourquoi tu vas à Bali? Et est-ce que tu étais déjà avec Chris à cette époque-là? Non. À ce moment-là, justement, je terminais une relation de presque 5 ans. Voilà, ça battait un peu de l'aile. Et je suis partie quand même, tout en sachant que... Enfin, je le savais pas vraiment, mais je sentais que ça allait se terminer. Je suis partie, de base, je devais partir 2 mois. Et je travaillais déjà sur ma marque avec ma pote. Et elle m'avait dit, viens, on va s'isoler à Bali. En plus, je sens qu'avec le Covid, on va encore être confinés. On sera mieux là-bas. Et en vrai, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, j'ai pas grand-chose à perdre. Parce que je savais que ma relation, ça allait pas. Donc je pars, je prends mes billets juste pour 2 mois. Et en fait, petit à petit, je repoussais. Et bon, ça s'est terminé comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, je suis désolée, moi, je rentrerai pas. Puis, je ne rentrerai pas. Et puis je pense que, voilà, tout s'arrête là, en fait. Et puis même moi, j'étais en telle perte de sens, en fait, que je ne savais même plus ce que je voulais. Mon chiffre d'affaires a commencé à dégringoler parce que je voulais plus faire d'affiliation. Voilà, je sais pas, j'ai eu comme ce truc ça y est, je veux plus, je veux changer, je veux passer à autre chose. Donc forcément, vu que moi, c'était mes revenus principaux, ça a commencé à être compliqué. Donc vraiment, genre c'était. Ouais, vraiment. Ah ouais. Je suis passée de 30 000 euros par mois à 1 000 euros, quoi. Oh putain. Ah oui, genre vraiment. Donc pour vivre à Bali, ça le faisait pendant le Covid, mais c'était pas. Enfin voilà. Ouais. Donc je gagnais vraiment le minimum. Donc je me suis retrouvée bien challengée. J'ai pris un gros coup sur mon ego aussi parce que je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Enfin, je suis en train de faire cracher ma boîte. Et à côté de ça, on montait la marque et on se rémunérait pas du tout parce qu'en fait, on l'avait pas lancée. Donc on injectait. Et il y avait rien qui rentrait, tu vois. Et du coup, c'était aussi une grosse prise de risque parce que on savait qu'on allait faire le lancement dans quelques mois, mais on injectait dans tout, surtout qu'on avait le centre de logistique en France, tous les frais, je t'en passe. Bon, on n'a pas injecté des millions non plus, mais en réalité, pour l'argent qu'on avait, on a dû injecter quasiment 70 000 euros, tu vois. Quand même. En vrai, quand tu arrives à ce stade, franchement, tu peux... moi, j'arrivais, je pouvais plus. Je disais à ma pote, là, va vraiment falloir qu'on lance, parce que moi, je suis comme ça, tu vois. Et donc, j'ai fait des trucs auxquels j'étais complètement désalignée, c'est-à-dire marketing d'influence. Vu que j'avais déjà une communauté, en fait, le seul moyen de m'en sortir... En fait, je savais que j'allais m'en sortir coûte que coûte, mais je... Tu savais pas encore par quel chemin. Exactement. Et j'ai dû
faire des trucs que je voulais pas, parce que moi, l'influence, j'ai pas envie de vivre de ça, tu vois. J'ai jamais voulu vivre de ça, même si la communauté, c'est cool, machin. J'ai pas envie d'être une influenceuse. Ouais. C'est pas négatif ce que je dis, mais je veux pas faire du placement de produit. Mais là, malheureusement, j'ai dû répondre à toutes les petites marques qui s'amusaient à m'envoyer régulièrement des emails auxquels je répondais rarement ou alors non, en leur disant oui, je vais accepter, okay, super, négocier un peu les contrats. Manger, hein. Et exactement. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir en fait sur 2021. On a lancé courant 2021. La marque a fonctionné, mais le problème c'est que pour faire du chiffre et pour être rentable sur un e-com, c'est hyper compliqué. Ah donc, ouais, c'est vrai. Ouais, franchement, nous on a eu du mal, sachant qu'on avait lancé qu'en organique. On faisait pas de publicité puisque il y a des petites dissonances dans nos communications, ce qui a fait que la marque a pété. Après, on s'est séparés. Tout un tas de choses. D'accord. Et... Tu t'es séparée de la personne aussi, ouais, alors on est redevenus amis, mais pendant un moment, ça a été compliqué. Elle est famous dans le game ou pas c'est une influenceuse aussi, ouais. D'accord. Tu nous donnes son nom ou pas? Je vais pas vous la donner. Non, en plus, vraiment, je l'adore. Non, mais je t'embête. Ouais, mais ça a été compliqué. Comme quoi, on peut pas toujours monter des business avec ses amis. Voilà. Moi, ça m'a donné une bonne leçon aussi parce que on peut être très amis dans la vie et très ambitieuse parce que c'était pas vraiment l'ambition qui manquait. Le truc, c'est qu'on voyait juste pas les choses de la même manière. Elle avait une autre ambition que la mienne et c'était du coup très très compliqué, ce qui a fait qu'on a dû prendre la malheureuse décision d'arrêter. Alors, je lui proposais de racheter mes parts, mais elle voulait pas continuer toute seule. Donc, bref, on a liquidé. Ouais, vous avez arrêté. Ok. Courant 2022. Et du coup, moi, j'ai ouvert des parenthèses que j'ai pas refermées, comme d'habitude. Mais voilà, donc 2021, voilà, pour revenir sur ta question, effectivement, ma communauté était complètement confuse. Parce qu'en fait, c'était lunaire. Qu'est-ce que tu fais, Solène? Exactement, mais qu'est-ce que tu fais? On comprend pas du placement de produits. Et en plus, en même temps, j'étais à Bali, donc tu vois, il y avait aussi toute cette quête personnelle que je leur partageais parce que je me découvrais, c'était cool. J'étais un peu dans ma spiritualité New Age que je repousse un petit peu maintenant parce que j'ai remis pas mal de choses en question entre-temps. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait du bien sur le moment et je le partageais. Mais du coup, plus personne ne comprenait rien, tu vois. J'ai commencé un peu l'astrologie aussi, si ça m'a pas mal sauvé ça, même si c'est difficile à scaler. Parce que c'est des consultations one-one, etc. Mais ça m'a sauvée, ça m'a rapporté quand même un petit peu de revenus parce que j'étais en pleine formation en même temps. De toute façon, il fallait que je m'en sorte, quoi. Du coup, en 2022, tu avais combien de followers? Enfin, tu avais déjà une grosse commu? Ouais, en 2022, je saurais plus te dire combien, mais j'étais dans les 100 000. Ouais, donc tu avais déjà construit une belle communauté, quoi. Ouais. Okay. J'ai après pas mal stagné, donc je devais bien être à 100 000, entre 100 et 140 000 par là, quelque chose comme ça. Donc il y avait déjà... C'était la chance que j'avais quelque part, c'est que j'avais déjà une audience dont je pouvais me servir, même si j'aime pas forcément dire ça, mais... tu pouvais leur proposer quelque chose. Exactement. Je pouvais toujours rebondir grâce à ça, tu vois. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait, parce qu'ensuite, on a liquidé du coup la marque Oraya, et je me suis lancée avec Chris qui est mon chéri. Actuellement, on est reséparés dans la boîte. Ah, c'est vrai? Ouais. Je crois que je suis vraiment pas faite pour être associée. Terrible. Mais je comprends. Je comprends totalement. Voilà. Bon, en tout cas, sur le moment, ça a fonctionné parce qu'en fait, on faisait la même chose. Le truc, c'est que maintenant, on a deux corps de métier qui sont vraiment différents. Il est plus dans la philo-littérature et moi, je suis beaucoup plus restée dans le côté infoprenariat. Mais attends, pardon, je suis obligée de faire une parenthèse. Il me semble, effectivement, parce que maintenant, je viens d'avoir un espèce de flashback trop chelou, d'avoir vu passer une ad de vous deux ou d'un truc, mais genre... tu sais, genre un truc qui était caché dans un tiroir de mon cerveau, mais sur l'année dernière, tu vois. C'est possible, hein. Ouais. Ok, c'est d'accord. carrément possible. Et maintenant, vous avez... Maintenant, on a reséparé parce que, pareil, en fait, on n'entreprend pas de la même manière. Moi, je suis relou, je le sais. Je sais, en plus, vraiment, je connais mes travers. Donc, du coup, valait mieux qu'on se sépare parce qu'on ne voyait pas le truc pareil de la même manière. Et puis, il ne veut pas se développer de la même manière que moi dans l'infoprenariat. Donc, d'accord. Du coup... il y avait des hicks dans la boîte. Donc bref, maintenant, c'est reséparé. Mais en tout cas, on avait relancé le truc. Et en 2022, ça a bien repris. Vraiment bien repris. Je ne saurais dire de quelle manière. En fait, on lançait des petites masterclass autour du dev perso, spirituel. En fait, moi, je commençais à enseigner un petit peu. Enfin, enseigner, c'est une façon de parler. Mais en tout cas, mentorer. Voilà, on va dire ça comme ça. Faire mes retours d'expérience sur l'année que je venais de passer et sur toute la perte de sens que je venais de traverser. Parce que 2022 est allé beaucoup mieux pour le coup. Jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et après, ça m'a un petit peu... c'est un peu en dents de scie, quoi. Un peu compliqué. Ça a refait ralentir les choses. Mais ça allait parce que Chris, du coup, a pu gérer pour moi. Mais ouais, un peu compliqué en 2022 aussi. Et pareil, il a redonné de nouveau perte de sens. L'audience qui ne comprenait pas trop. Alors, il comprenait que j'étais enceinte, machin. Mais pareil, je proposais plus exactement la même chose. Ah ouais, mais c'est fou. 2021-2022, c'était grosse confusion pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde, autant pour l'audience que pour moi-même, je ne savais plus
comment communiquer. Sur quoi tu avais envie de communiquer. Exactement, sur quoi, qu'est-ce que je pouvais leur proposer. J'avais envie de tout leur proposer à la fois, j'avais pas de fil rouge, donc ça faisait plus de sens. Et c'est là, après, que j'ai dû vraiment retravailler mon fil rouge. Finalement, c'est très récemment, fin 2022, 2023, tu vois. Donc, je me suis vraiment reconcentrée sur c'est quoi le message que j'ai vraiment envie de donner et comment je peux rattacher les choses autour de cet épicentre-là, tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avoir bien clarifié les choses? Est-ce que ouais, aujourd'hui c'est plus clair. Ouais, aujourd'hui c'est plus clair dans ma tête parce que j'ai vraiment ce fil rouge où forcément je suis allée aussi dans ce domaine. Moi, je suis la première à dire que t'es pas obligé de te nicher parce que la niche c'est toi. Ouais. Et quelque part, je suis allée aussi dans ce domaine de la multipotentialité, mais je m'autorise aussi à aller voir autre chose parce que tout correspond à mon fil rouge de donner aussi plus de visibilité. Moi, j'aime bien aussi, j'ai des programmes aussi autour de ça, de comment je peux te rendre plus visible, comment tu peux oser te montrer tout en étant différente, unique, en t'affirmant, en osant, tu vois. Et en fait, tout tourne un petit peu autour de ça. Je m'adresse beaucoup aux femmes, mais c'est plus clair. Donc en fait, même si j'ai des offres qui sont différentes, elles rejoignent toutes finalement ce même message un peu d'empowerment, tu vois. D'accord. Donc il y a un peu un truc comme ça qui est plus clair et en tout cas qui est beaucoup moins confus qu'avant. Je partais dans le marketing, un peu dans la spiritualité, un peu dans l'astrologie, un peu du human design aussi. J'adore passer par tous les outils de connaissance de soi, je crois. Mais ouais, même pour moi, c'est plus clair. Et en fait, je pense que tant que c'est pas clair pour nous, ça se ressent, en fait, d'une manière ou d'une autre. Tellement. Moi, ma communication, c'était absolument n'importe quoi. Tu vois, et même parfois, quand je retombe sur certaines stories, je dis, mais comment ils ont pu rester, en fait? Vraiment. Mais bien sûr. Même moi, je suis hyper reconnaissante et je leur dis souvent, pour toutes les personnes qui sont encore là et qui me suivent vraiment depuis des années, franchement, merci, parce que moi-même, je ne sais pas si je serais restée sur un compte comme ça qui était en perte de sens totale. C'était vraiment le bordel, quoi. Mais après, tu vois, je trouve ça hyper rassurant. Même pour moi, tu vois, je trouve ça cool d'entendre ça parce que souvent, je me suis dit, putain, je crois que je communique pas de la bonne manière. Tout le temps, je suis en train de me dire, mais c'est quoi ma promesse, en fait? C'est quoi ma promesse? Ouais. Tu sais, je suis là, je réécris 25 fois la phrase. Non, j'ai l'impression de toujours pas avoir trouvé le bon truc. C'est super dur, en fait, de trouver le bon truc. Ouais, c'est pas évident. Et des erreurs, enfin, tu vois, moi, des erreurs... ça, c'est des erreurs business, hein, clairement, de pas réussir à clarifier sa vision, la promesse, etc., la mission. Des erreurs business, on en fait, on apprend. Moi, clairement, début 2023, 2023, c'était vraiment, on va dire, ma première vraie année, tu vois, d'entrepreneuriat, où j'ai commencé vraiment à monétiser les locomotives. Mais j'étais complètement lost, tu vois. Normal. Non mais, non mais, Solène, je te jure, genre, j'avais fait un coaching business et la personne me dit, du coup, Sandra, c'est quoi tes goals? C'est quoi ton objectif? C'est faire partie dans des top podcasts dev perso. Ok, fine. Qu'est-ce qui te rémunère? C'est quoi ton cœur de business? La Locomotive Academy. Ok, mais du coup, c'est pourquoi ton objectif, c'est pas la Locomotive Academy devienne la première académie de je sais pas quoi. Ah ouais. Effectivement, tu vois. Et en fait, j'étais complètement à l'ouest en termes de chiffre d'affaires. J'avais pas compris que c'était ça la priorité, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, parce que t'as aussi pensé, alors même si la Locomotive Academy c'est un projet de cœur, mais le podcast devait aussi peut-être prendre plus de place dans tes projets passion. Complètement. De te dire, mais moi c'est là que je veux le voir, le podcast. Mais alors comment je vais faire pour y arriver si j'ai pas d'argent et que c'est ça. C'est ça. C'est vrai. Voilà, mais je comprends. En vrai, je comprends le cheminement, mais c'est vrai que et en même temps, c'est important que t'aies remis ça aussi en question de dire, là, le cheminement, il est peut-être pas bon. Mais tellement. Et il va falloir que je remette ça, que je retravaille parce que souvent, il y en a qui ne le font pas et qui ne se remettent pas en question non plus en disant, ça va pas fonctionner. Mais grave. Mais c'est pour ça qu'il y en a plein qui fonctionner. Mais oui. Exactement, parce qu'en fait, l'écosystème, il ne peut pas se nourrir. Oui. Non, mais c'est ça. C'est compliqué, mais tu sais, des fois, c'est des trucs où c'est complètement con. Mais même là, encore récemment, tu sais, j'ai eu encore une lumière qui s'est allumée à un étage, genre, Gling. Tu sais, et je trouve ça normal. On apprend encore des choses. Et même dans 5 ans, on a encore plein de choses à apprendre. C'est clair. Et je pense que c'est ça, en fait. T'as mis le doigt sur le bon terme. C'est que je pense qu'il faut qu'on se remette tout le temps en question, en fait. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Moi, je pense que je passe mon temps à le faire. Alors, il y a remise en question, parce que des fois, il ne faut pas trop tomber non plus dans la remise en question qui peut être paralysante, tu vois, et qui peut te faire dire, voire même parano, à te dire, non, mais attends, si je fais ça, ça va arriver ça, ici et ça. Mais quand il y a peut-être un tic ou un truc qui fonctionne pas ou pas comme on le souhaite, c'est bien de... Tu vois, je trouve ça bien que tu te poses les questions de est-ce que mon message il est assez clair, etc. Moi, c'est toutes les questions que je me posais en 2021 et que je me pose encore, d'ailleurs, tout le temps. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que je vais bien toucher mon cœur de cible? Est-ce qu'elles vont bien comprendre ce qu'il y a dans cette offre-là, à quoi s'attendre, de quelle manière elles vont être accompagnées, etc. Sur quel pilier, tu vois, on va appuyer? C'est trop important, au final. Mais carrément. Tu vois, et effectivement, si c'est pas clair pour nous, c'est difficilement clair pour eux. Exactement.
exactement. Qu'est-ce que tu... Alors, attends, du coup, j'ai une question. Avant de te poser cette question-là, on va revenir un petit coup là. Hop, on rembobine tout. D'où viens-tu, Solène? T'es arrivée comme ça dans le monde déjà de l'entrepreneuriat, de l'infoprenariat, etc. T'es partie à Bali. Mais avant tout ça, du coup. Alors, avant tout ça, du coup, moi, comme je te disais tout à l'heure, je me suis lancée en 2018. Et à l'époque, j'avais déménagé au Canada, donc avec mon ex-conjoint. J'ai habité 2 ans là-bas. Sur Montréal, donc j'étais encore salariée. Alors, tu faisais quoi? Alors, qu'est-ce que je faisais? J'étais assistante chargée de projet dans un cabinet de traduction. Voilà. Alors, le terme paraît compliqué, et je vous jure que c'était pas du tout compliqué, c'est tellement nul. C'est pas vrai. Mais du coup, traduction français-anglais? Ouais, alors moi, c'était pas moi qui faisais la traduction, parce qu'il y avait du coup plein de pigistes, etc. Mais moi, j'assistais les chargés de projet. Et en fait, grosso modo, nous, notre plus gros client, c'était une banque de l'Ontario, donc à Toronto, la Banque Royale du Canada, voilà, la RBC. Et nous, on travaillait avec ces clients-là, et en fait, on devait traduire leurs documents. Mais nous, en tant que chargés de projet, on devait surtout s'assurer que les projets étaient rendus en temps et en heure. Okay. Donc, très stressant, parce qu'il y a beaucoup de deadlines, voilà, comme dans toute gestion de projet. Du coup, quand je fais de la gestion de projet maintenant dans mon entreprise, ça me rappelle un peu ça. Mais bon, maintenant, c'est nous qui dirigeons, donc c'est plus fluide peut-être, je ne sais pas. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. À côté de ça, parce que j'avais 2 travails, je travaillais aussi chez Victoria's Secret le soir, parce que moi, je voulais de l'argent. Voilà. Moi, je me suis jamais cachée de dire que je voulais de l'argent. Je veux de la thune. Vraiment. Mais le tic que j'avais quand même à l'époque, parce qu'à l'époque, du coup, j'avais 22 ans, c'est que j'avais ce côté vénal, mais je ne savais pas pourquoi. Je voulais de l'argent. Je voulais juste de l'argent pour me sortir un peu de la merde, on va dire ça comme ça. Même si j'ai eu une enfance très heureuse, j'ai eu des études, une vie étudiante laborieuse. Okay, j'ai vraiment été dans le manque. T'as fait quoi comme études? C'est quoi ton parcours? Alors, je suis pas du tout partie loin dans les études. Je me suis arrêtée très tôt. J'ai fait un BTS Management des unités commerciales, très classique. Okay. Je me suis pas du tout spécialisée derrière, parce que je me suis jamais présentée à l'école. C'est pour ça que t'étais bonne en affiliation? Je sais pas. Mais peut-être. Bon, après, il y avait déjà un peu le monde du management, du marketing qui baignait un petit peu dedans. J'aimais déjà ça, tu vois. Disons que c'était un petit peu compliqué. Je vivais avec 221 € de la CAF. Et après, j'avais l'aide du Crous, l'aide étudiante, tu sais, qui payait mon loyer. Et voilà, après, je vivais avec 221 €. Et je crois que ça m'a vraiment marqué pendant 2 ans. Parce que du coup, je pouvais pas m'acheter de fringues. Donc, pour la petite anecdote, j'avais toujours des fringues trouées, tachées. Bon, alors moi, j'ai beaucoup d'autodérision. Du coup, j'en riais un peu. Mais c'est vrai que du coup, à l'école... oui, c'est l'école, mais en BTS, on m'embêtait un peu avec ça. On me disait, mais Soso, t'as toujours des trous dans tes fringues, c'est un truc de fou. Et moi, je riais, tu vois, parce qu'en fait, personne connaissait ma situation. J'avais trop honte. C'était trop la honte. Oui. Tu sais, je pouvais pas. En plus, il y avait que des. Enfin, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais il y avait que des fils à papa-maman, tu vois. D'accord. Et toi, c'était pas du tout ça, ton éducation? Non, pas forcément. J'ai manqué de rien, entre guillemets. Un peu du papa, mais bon, ça, voilà, classique, comme beaucoup de femmes, je pense. Mais en termes d'argent, manquait de rien. Mes parents étaient pas riches, mais ils étaient pas pauvres non plus, donc ça allait. Franchement, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, mais c'est plus quand ils ont divorcé, effectivement, à mes 17-18 ans, où là, ma vie a changé un peu. D'accord. Et que du coup, j'ai dû vraiment me débrouiller toute seule. Et je pense que ça m'est vraiment resté en tête. Et à mon avis, c'est ce qui a fait que je voulais gagner de l'argent, mais que je ne savais pas vraiment pourquoi. Je voulais juste ne plus jamais être dans le manque. Être dans cette situation. Exactement. Et peut-être plus subir de questions sur tes fringues, de jugements. Voilà, c'était honteux. Donc forcément, j'avais plus envie de me retrouver, on va dire, humiliée, dans le sens où... Je pense que je l'ai pas vécu comme une humiliation sur le moment, parce que comme je te dis, moi j'ai beaucoup d'autodérision, donc je passais vite à autre chose. Ouais. Mais après coup, je me disais quand même... C'est pas terrible, c'est pas ouf. Et j'aimerais que ça se réitère pas quand même. Donc du coup, mon but, c'était de gagner de l'argent. Donc j'enchaînais ces 2 travails. Tu vois, j'avais mon travail de bureau classique, 8h, 17h. Ensuite, je marchais dans la petite rue Sainte-Catherine de Montréal et j'allais rejoindre Victoria's Secret pour faire 17h minuit, tu vois. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et après, j'ai commencé à vriller. Je ne sais pas si j'ai fait un bore-out ou un burn-out. J'en sais rien, parce qu'il y avait un côté où je m'ennuyais terriblement et un autre côté où, en fait, mon corps a commencé à ne plus vouloir. Il y a des matins, je me levais pas. J'ai fait quelques malaises, des trucs, tu sais. Ah, welcome to the club. Voilà, ouais, je crois savoir que tu as eu une histoire un peu... Bon, voilà. Tu sais, puis des trucs, tu l'expliques pas, parce que tu as l'impression que tu vas bien et que ça va et que tu peux tenir. Et en plus, comme tout le monde te dit autour, mais ça va, t'es jeune, tu vas tenir. Bah oui, 22 ans... Bon voilà, du coup ça a été un peu la sonnette, voilà, l'alarme. Carrément. Et puis ensuite, je faisais aussi du marketing de réseau à côté. Ça, j'ai oublié de le dire. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis très bon formateur d'un point de vue commercial encore. Franchement, ouais. Franchement, ouais.
J'ai arrêté parce que je me sentais plus du tout alignée au business model, mais je suis restée dedans pendant 8 mois environ. Donc c'est ça, de 2018, ça a débordé un peu en 2019. Effectivement, ça m'a aidé à mettre quand même mon premier pas dans l'entrepreneuriat et puis à monter un peu mon side project, tu vois, à côté de tout ça. Pas évident parce que du coup, ça me faisait comme si j'avais un peu 3 travails. Bon, j'avais pas d'enfant, hein, je précise quand même. Ouais, ça aide. Franchement, oui, ça aide de ouf. Franchement, oui, on va se le dire parce que maintenant, je le referai pas. Voilà, c'est plus la même, hein, on est d'accord. C'est plus possible, c'est clairement plus possible. Et encore que moi, j'en ai qu'une, tu vois. Ouais. Mais non, c'est plus possible. Franchement, on va se le dire clairement. J'avais pas d'enfant. Alors oui, j'avais un mec, mais lui était un peu aussi branché là-dedans. Donc bon, je pense que c'est aussi ce qui a couru à la perte de ma relation. Après coup, on va pas se le dire, on va pas se mentir. Le fait que vous soyez tous les deux entrepreneur, entre guillemets. Se voyait, parce que lui, il faisait un peu ses trucs de son côté, mais du coup, on se voyait plus, tu vois. D'accord. En fait, j'avais des journées à rallonge de 8h à minuit, je rentrais, il dormait, enfin, c'était n'importe quoi. Ok. Donc, ça m'a rapporté de l'argent, certes, mais je m'épuisais, voilà, donc j'ai arrêté. J'ai continué assistante chargée de projet. J'ai juste arrêté Victoria's Secret, c'était surtout ça, en fait, qui m'épuisait. Et assistante chargée de projet, je me faisais chier. Donc, j'essayais de trouver des stratagèmes pour m'en aller. Et à la fois, le marketing de réseau, ça commençait à bien fonctionner. Mais au moment où ça fonctionnait bien, c'était là où j'avais envie de partir. Parce que je commençais à avoir une équipe, c'était cool. Enfin, pour moi, c'était incroyable. Je touchais entre 5 et 7 000 en récurrent, tu vois, sans plus faire grand-chose. Bah ouais, tu sais, pour quelqu'un incroyable. C'est trop bien. C'est incroyable. Toi, tu démarres, c'est trop cool. J'avais ça avec mon salaire et tout. Moi, ça a changé ma vie, clairement, tu vois. En vrai, tout le monde pense qu'il faut gagner 50, 100 000 euros pour changer sa vie, mais clairement pas. En fait, des fois, des petites sommes, attention, je mets ça vraiment entre guillemets, mais des sommes auxquelles on pense pas, ça change ta vie, clairement. Et puis, ça va dans ta poche. Exactement. Tu vois, enfin, t'as pas des gens à payer, t'as pas de... Clairement tout va dans ta poche. Ah, mais ouais, là, au niveau des marges, c'est incroyable aussi. Donc, c'est là, justement... Tu sais comment gagner de l'argent, toi, quand même, hein. J'arrive toujours à trouver. T'attires l'argent à toi, quoi. J'arrive toujours à trouver. Ouais, je saurais pas vraiment expliquer. En fait, j'arrive toujours à rebondir, à trouver des solutions. Ouais. En fait, j'ai un cerveau qui cherche tout le temps des solutions. Tout le temps, même dans la pire galère. C'est pour ça que les échecs, moi, j'ai jamais peur d'échouer quand je lance un projet. Parce que je sais que je vais le connaître à un moment donné. En fait, je suis tellement OK avec ça que j'ai jamais peur d'échouer. C'est pas échouer que j'ai peur. C'est plus d'autres choses qui vont venir me travailler, la peur du regard de l'autre, etc., qui vont plus venir me chercher. Mais l'échec en tant que tel, en soi, je suis assez à l'aise, tu vois. C'est relou sur le moment, mais tu finis par... Enfin, ça dépend ce que tu vas en faire derrière, encore une fois, tu vois. Et vu que je sais que je me fais à 100% confiance sur ça, et que je sais que j'en ferai quelque chose, et que jamais je lâcherai, à partir de là, tu vois, tu peux tout faire. Mais... Trop forte. Ouais, franchement, après, j'ai arrêté le marketing de réseau, et c'est là que j'ai dû me confronter un peu à mes valeurs éthiques et morales, à me dire, OK, est-ce que tu continues dans un truc qui ne t'appelle plus, à qui t'es plus aligné? Parce que je crache pas sur ce business model, parce que je pense qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, mais moi, ça me correspondait plus du tout. J'avais vraiment cette impression, encore une fois, je parle vraiment de moi, mais que je me faisais de l'argent sur le dos des autres. Ouais, tu vois. Je montais mon équipe, et en fait, eux, ils montaient pas, et moi, j'avais trop envie de les aider, et je me sentais impuissante. Et du coup, je me disais, mais j'ai envie de faire un métier où je puisse vraiment aider les gens, mais pas de cette manière. Genre là, j'ai l'impression que je suis inutile et que je les aide pas du tout. Qu'au contraire, en fait, plus eux, ils me font rentrer des gens, plus moi, je m'enrichis et ah oui, le schéma est pas terrible, tu vois. Ouais. Donc, j'ai choisi de renoncer à ces 5-7 000 euros et de repartir à zéro et de repartir avec mon salaire de base et à me dire, mais comment je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et c'est là, en fait, que l'affiliation est venue un peu me trouver. Parce que je commençais déjà à parler de plusieurs formations. En fait, moi, j'étais un peu la TripAdvisor des formations. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Intéressant. Okay. Et j'en testais plein, tu vois. C'est vrai que 2018, c'était pas très développé au niveau formation, pas du tout. Vois. Donc, j'en testais plein. Il y avait celle de Yumi Denzel, Lucas Biver dans le e-com, etc. Parce que c'était des trucs qui m'intéressaient aussi. Et j'en parlais, voilà. Mais j'avais même pas de lien d'affiliation. Juste, je donnais mon avis, je donnais les pour, les contre, voilà, pourquoi je la recommanderais, pour qui, etc. C'est là que Christopher Van Gen est venu me trouver en me disant, écoute, on m'a envoyé des stories à toi, j'ai entendu que je te propose ça. Et en fait, j'ai assez vite rebondi puisqu'il s'est passé peut-être un mois de latence entre le moment où j'ai décidé de quitter le marketing de réseau et ce contact-là. Et ensuite, j'ai quitté mon poste, et je suis rentrée en France et j'ai jamais repris de salariat. J'avais ce dilemme-là. En fait, financièrement, j'avais pas besoin, mais je voulais investir en IMO. Et je me suis dit, bon, mon entreprise est beaucoup trop jeune pour qu'on me fasse un prêt. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis à fond mon projet d'investissement IMO, mais ça veut dire que je vais devoir reprendre un CDI potentiel, alors que ma boîte est en train de fonctionner et ça voudrait dire la ralentir? Ou est-ce que je la développe à fond, j'y vais, je laisse l'IMO de côté et je le reporte à quelques années et du coup, j'ai laissé l'IMO de côté.
Mais alors, l'IMO est toujours resté de côté, en fait. L'IMO est toujours resté de côté, ouais. L'IMO est loin. L'IMO est très loin. Où est l'IMO dans ta vie? Où est l'IMO? Je ne connais plus l'IMO. Mais oui, c'est dingue. On a divorcé. On sent que c'est un truc qui te... qui titille. Mais du coup, est-ce qu'à Bali, t'en as profité pour... je sais pas si c'est compliqué d'acheter ou de faire des trucs, mais... C'est pas compliqué. Le seul truc, c'est qu'il faut acheter cash. Donc, c'est en projet. Là, on aimerait bien... On est en 2024. On aimerait bien d'ici 2025 ou 2026 commencer à visiter quelques terrains, etc. Trop donc, bien. c'est en projet. Mais c'est pas si compliqué que ça, non. C'est juste, comme tout à Bali, il faut arriver avec du cash, quoi. Enfin, et puis, avec de l'oseille. Voilà. Et après, tout se négocie. T'achètes un terrain ou pas, ou t'achètes la maison déjà faite. Ça, c'est toi qui vois. Puis, tu fais appel à Christopher, qui te construit ta maison. Ouais, ou son constructeur, voilà, qui est connu exactement. sur Bali, mais... Trop Ouais, bien. Tu nous parles un peu de... Juste rapidement, une petite parenthèse sur Bali. Ouais. Moi, j'ai une grande fascination pour le monde, globalement, tu vois, et pour les différents lieux de vie, puisque je suis un petit peu en questionnement là-dessus. Depuis quelques mois, je me pose des questions, voilà. Et donc, j'ai envie de comprendre comment ça se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Bali, c'est l'endroit à la mode, hein, tout le monde le sait. Parce que ça fait longtemps déjà. Hein. Ouais, ça fait peut-être 2 ans maintenant que c'est bien la mode. Ouais. On en parlait un peu avant, mais je trouve qu'on en parlait moins quand même. Ouais. Moi, j'y ai déménagé en 2020. Alors, moi, je vais vraiment donner mon retour d'expérience, mais la première fois que je suis allée à Bali, c'était il y a 8 ans. Je rentrais d'Australie et j'ai vécu aussi 1 an en Australie. Ah non, c'est pas vrai. Ouais. Mais quand À 21 ans. Juste avant le Canada, ouais. Ouais, je suis partie. D'accord. Bon, so-so, quoi. Ok, j'adore. Je suis partie un peu en fuite de moi-même aussi, je pense, mais j'ai pas compris que quand je reviendrais en France, mes problèmes seraient toujours là. Mais bon, qu'importe. Mais j'ai vécu un super voyage. Ok. Donc, je suis partie vivre 1 an là-bas à Sydney. Et en fait, sur le retour, étant donné que l'Australie est très proche de Bali, j'ai passé 3 mois à Bali. Et j'avais adoré à l'époque. J'étais pas du tout entrepreneur. J'envisageais pas du tout de l'aide parce qu'en fait, je te parle de ça en 2015-2016. C'était pas du tout aussi développé. Alors, bien sûr, ils existaient, etc. Mais en francophonie, travailler avec son ordinateur, etc. partout, c'était pas aussi en vogue que maintenant. Donc, je savais pas. Mais je me posais déjà la question de tiens, je sais que je reviendrai ici un jour, mais comment je vais pouvoir rester? Parce qu'en fait, on ne peut pas travailler là-bas si on n'est pas indonésien, ou alors il faut arriver avec son entreprise, son travail. Donc voilà, c'était resté dans un coin de ma tête. Et 4 ans plus tard, du coup, en 2020, je reviens. Et en fait, moi, Bali, j'ai jamais eu d'attente parce que du coup, on me l'a jamais vendu. Donc, il y a un peu de son de cloche. Il y a des gens à qui on a vendu plein de choses et qui, du coup, sont très déçus quand ils arrivent. Moi, je ne saurais expliquer pourquoi, parce que du coup, j'ai pas d'attente, donc je comprends pas ça. Ouais. Et d'autres qui, comme moi, ou alors à qui on n'a pas dit grand-chose et qui arrivent et qui sont très surpris. Tu dois peut-être la connaître aussi, c'est une amie à moi, Mariam Gadri. Non. Elle est assez reconnue sur les réseaux. Elle a un peu plus de 300 000 personnes. Elle est vraiment chouette. Je pense que certaines de tes auditrices doivent la connaître. Elle est beaucoup dans le développement personnel, etc. Très douce. Ok. Et bref, elle est arrivée à Bali et ça lui a fait un peu cet effet-là. Alors que pourtant, on lui avait survendu, mais elle a adoré. Elle a dit, en fait, on me l'a survendu, certes, mais j'ai pas forcément écouté. Parce que je savais pas vraiment. Et je pense que chaque expérience est hyper différente, ce qui est le cas. Donc, moi, je vous dirais de pas trop arriver avec trop d'attentes, en fait. Comme dans tout dans la vie, ouais, tu vois. C'est vrai. Pas avoir trop d'attentes envers les autres, faut pas avoir trop d'attentes. Exactement. C'est dur, hein, mais au moins, t'es pas déçu, quoi. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime à Bali, c'est la simplicité. C'est la simplicité de la vie, mais dans tout. C'est-à-dire que si tu veux commander quelque chose, c'est simple. Là-bas, il y a un peu l'équivalent de Uber, qui s'appelle Gojek. Tu vois, tu peux commander à n'importe quelle heure. Si t'as faim dans la nuit, tu commandes. En fait, c'est que des petits exemples comme ça, mais qui rendent ta vie beaucoup plus fluide. Tu vois, par exemple, je suis dans un café, j'ai oublié mon chargeur à la maison. Bon, ben voilà, je sais qu'à la maison, j'ai ma fille et ma nanny. Je vais envoyer un message à la nanny en lui disant, tiens, je t'envoie un Gojek, donc l'équivalent d'un Uber, et ça s'appelle un GoSend, et il va venir chercher le truc et me le ramener, tu vois. Incroyable. En fait, c'est que des trucs, et c'est très simple, genre, c'est pas des grosses manips enfin, c'est des exemples tout bêtes, tu vois, mais ça montre juste la simplicité des choses. Tout comme j'ai envie de me booker un cours de pilates ou un cours de danse, je fais de la danse aussi. Oui, tu vois, j'adore. Sexy dance, j'adore. Ouais, j'adore, c'est tellement bien. Incroyable. Tellement bien, enfin tellement challengeant, mais ça me fait taffer. Ah, mais ça donne à chaque fois, j'ai déjà vu passer des vidéos de toi ou Chloé d'ailleurs. Ouais, on en fait ensemble. Vous en faites ensemble, j'imagine. Je dis putain, mais j'ai trop envie d'essayer. Mais par contre, c'est incroyable. Enfin, ça te fait taffer de ouf. Quoi. Ouais. Bah justement, moi c'était pour ça que j'allais pour me challenger. Ouais. J'adore le défi. Et que j'étais pas très à l'aise dans mon corps, surtout après la grossesse, tout ça. Bref, je te passe les détails. Et ben du coup, la danse m'a bien aidée. Et en fait, pour revenir à ça, tout est simple. C'est-à-dire que tu as une application,
tu bookes ton petit cours de danse du jour pour le lendemain. Il n'y a pas de « Ah, mais non, faut que tu aies une licence à l'année ou machin ». Alors, encore que, bon, pour les personnes qui habitent à Paris, peut-être que vous devez déjà connaître ça, mais moi, personnellement, j'habite sur le bassin d'Arcachon, enfin, dans le coin et même près de Bordeaux. Il n'y a pas ça. Tout est plus compliqué pour aller à n'importe quel cours ou quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours plus de barrières à des choses qui devraient être super simples. Et c'est que des exemples comme ça. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que moins j'ai de charge mentale, mieux je me porte. C'est clair. Comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Ah bah c'est clair. Mais du coup, c'est des petites choses comme ça auxquelles t'as pas à penser. Et puis, bon, voilà, du coup, je vais parler de la vie de maman aussi. Même avec des enfants, c'est trop simple. Enfin, il y a rien de simple, tu vois. Ah, école, tout ça, il y a tout. Il y a tout. Et c'est pas super cher, les écoles pour les enfants? Franchement, je pense qu'il y a un peu de tous les prix. J'ai pas tout regardé non plus, parce que du coup, moi, elle a 16 mois, donc c'est pas encore. Oui, c'est clair. C'est pas encore le moment, mais bon, ça nous aurait tardé. Mais il y a un peu de tous les prix, t'as un peu de tout. T'as des systèmes français, des systèmes anglophones, des systèmes Montessori, t'as vraiment de tout, parce qu'il y a beaucoup d'expats. Donc, il y a beaucoup plus d'écoles qu'il y a 8 ans, tu vois, par exemple. Parce que maintenant, il y a vraiment beaucoup d'expats. Donc, c'est cool. Mais franchement, la vie est plus simple. La vie est vraiment plus simple. On m'a dit par contre, parce que donc t'as Paris, t'as en ce moment Paris, Dubaï, Bali pour les entrepreneurs. Ouais. Enfin pour les entrepreneurs un peu dans notre vibe. Et en fait, on m'a dit le problème à Bali, enfin le problème, ce qui peut ne pas être apprécié par les entrepreneurs, c'est que c'est trop slow life. T'es pas là pour charbonner. Tu vois, à Dubaï, c'est l'argent, on charbonne. C'est pas la première fois que j'entends ça. Et moi, je suis assez surprise quand j'entends ça parce que moi, j'ai jamais ressenti ça. D'accord. Mais je pense quand même que je peux le comprendre parce que ça dépend encore une fois avec quels objectifs est-ce que tu as en tête. Et c'est là que pour moi, tout doit être super clair. En fait, si tu arrives et que tu es déjà un peu perdu, comme moi en 2021, effectivement, c'est compliqué. Je vais pas te mentir. Moi, je me suis dispersée de malade. Et puis, vu que j'étais aussi en quête personnelle, j'ai été faire plein d'expériences spirituelles à droite à gauche et forcément, je me dispersais. J'étais pas du tout focalisée sur mon business. Mais aujourd'hui, avec une vision plus claire et des objectifs vraiment définis, franchement, moi, je peux travailler 10 heures dans un café sans bouger. Même s'il fait chaud, que ça bouge autour de moi, que les gens ils arrivent avec leurs planches de surf et tout, machin, rien à foutre. Genre vraiment. Plus, quoi. Ah ouais, vraiment. Tu vas pas surfer toute l'après-midi. Tu fais du surf d'ailleurs? J'en fais plus. J'en ai eu fait, mais j'ai pas repris depuis la grossesse. Non, j'en fais plus. Mais ouais, je pourrais. Non, je fais danse pilates. Ouais, après, en vrai, moi, j'ai des copines et c'est vraiment le cas. Et elles me disent, mais comment tu fais pour travailler comme ça à Bali? Moi, je suis tout le temps à droite, à gauche. Je dis, je sais pas. En fait, je sais tellement où est-ce que j'ai envie d'aller. Mes objectifs sont tellement clairs que j'ai pas envie de me disperser. Enfin, bien sûr, bien sûr. Et je trouve d'autres moments. C'est-à-dire que forcément, en plus avec ma fille Liana, maintenant, je prends aussi plus de moments pour moi, pour elle, tout ça. Beaucoup plus que quand t'es pas maman. Enfin voilà, je pense que tu connais ça. T'es pas maman, tu réfléchis pas autrement. Tu taffes, t'es à fond sur ton taf. Si t'as pas le mec, c'est encore pire. Enfin voilà, on va pas se mentir. Là maintenant, c'est différent. T'as besoin de tes moments à deux, machin. Donc tu vois, le week-end, je travaille pas du tout et je sais que je vais profiter le week-end. On va aller se balader sur l'île, on va faire d'autres choses, on va faire des visites, machin. Donc du coup, la semaine, j'ai pas du tout je sais pas, j'ai jamais ressenti ça. J'ai pas du tout ce manque de focus. Hyper intéressant. Peut-être que... Mais c'est pas la première fois que j'entends ça. Hein. Mais c'est pour ça que je veux aller voir... je suis super curieuse, je veux voir de mes propres yeux. Tu vois, moi, je prends un peu les opinions des uns et des autres, mais le mieux, c'est d'aller voir sur place, tu vois. Ouais, parce que chacun le ressent vraiment différemment. Bien sûr. Genre, c'est... Ah ouais, Bali, c'est vraiment une vibe. Mais chacun va être hyper... hyper, pas mitigé, mais vraiment, on va le ressentir très, très, très différemment, ouais. Et tu vis où, à Bali? Moi, je suis dans l'épicentre où personne n'a envie d'être. En fait, en tant que touriste, t'as pas du tout envie d'être là. Ça s'appelle Canggu. C'est là où il y a quasiment tous les expats. En fait, t'as le triangle des Bermudes à Bali. T'as Canggu, Ubud et Uluwatu. Oui. C'est un peu là où il se passe le plus de choses. D'accord. Après, t'as d'autres endroits dans l'île qui sont super à aller visiter, mais pour habiter, c'est pas terrible parce que c'est beaucoup des villages, très peu de cafés, etc. Donc forcément, connexion Wi-Fi pas ouf. Mais Canggu, c'est là où il y a... C'est un peu l'épicentre, genre c'est la ville, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais tout en restant petit, c'est ça qui est assez dingue, c'est que c'est très vivant. Tout est toujours ouvert, t'as plein de petits cafés, tu peux travailler partout. C'est pas des buildings et tout, tu vois. C'est vraiment, c'est au bord de la plage, quoi. T'as l'océan qui est à côté, etc. C'est vrai que c'est cool, ça. Donc c'est trop cool. Mais en tant que touriste, c'est trop pour les touristes. Tous les touristes, ils nous disent la même chose, ou des potes à nous qui sont venus, ils nous ont dit, mais nous, on peut pas rester là, on sait pas comment vous faites pour habiter là. Mais moi, j'ai dit, c'est différent. Parce que moi, j'habite ici, donc du coup, j'ai besoin d'être stimulée. Enfin, cette stimulation, elle est nécessaire pour moi. Par rapport à Ubud, qui est par exemple beaucoup plus spirituel.
Moi, au bout, j'adore y aller pour des expériences, des retraites, ce genre de choses, mais je peux pas travailler là-bas. Genre, vraiment, il y a un truc, ça va être très holistique ce que je veux dire, mais énergétique là-bas, je ne reste pas là-bas. D'accord. J'adore, mais pour travailler, c'est un enfer. Moi, je suis dispersée quand je suis à Ubud. J'ai envie d'aller voir partout. Les gens, ils sont complètement chez père. Enfin, t'as tout à observer. Non, mais c'est vrai, c'est une pièce de théâtre, quoi. Ah ouais? Ah ouais, ils sont vraiment chez père et ils sont perdus, surtout là-bas. Donc, du coup, je vais pas là-bas. Ok. Les gens, les entrepreneurs de Ubud sont perdus, ouais. Mais ils sont OK avec ça. Ah ouais, non, mais. Ah ouais, il y a des clichés partout à Bali, c'est tellement drôle. C'est trop drôle. Ah oui, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font. Ils sont là, I don't know. Tu sais, genre. Ok. Je cherche. Ils te disent. Je cherche. Okay. Donc en fait, tu vas pas à Ubud quand tu cherches et quand t'as trouvé, tu vas là où tu es. Ouais, tu vas à Rappelle-moi le nom. Canggu. Tu sais que moi, je suis allée à Bali. Ok. J'ai quel âge? Ah ouais. Je suis allée à Bali il y a 20 ans. Ah la vache. Ouais, tu reconnaîtrais pas? Non, je sais. Ouf. Parce que moi, déjà, après 8 ans, c'est choquant. Ouais, je sais. C'est vrai que j'ai peur, tu vois, de me dire, waouh, il s'est passé quoi, tu vois. T'avais été Kuta? Ouais, Kuta, Ubud, Uluwatu, ça, on avait fait. Après, je me rappelle plus de tout, je t'avoue. Kuta, c'était en vogue. Maintenant, c'est mort. Ah ouais. En fait, maintenant, c'est que c'était pas genre la capitale, quand même? Eh ben, ouais, c'était un peu ça. Alors, la capitale, c'est Denpasar, mais Kuta, ouais, c'est un endroit qui bouge pas mal. Mais maintenant, c'est un peu... il reste tous les hôtels, mais c'est un peu tous les vieux touristes un peu australiens qui savent pas trop où aller, ou alors qui ne connaissent malheureusement pas Bali et qui bookent un peu au hasard. Et en fait, c'est mort, quoi. Il y a plus de vie là-bas, donc vaut mieux vraiment pas aller là-bas. Tellement bizarre. Ouais, Kuta et Seminyak, c'est pas terrible. Maintenant, en fait, l'île est en train de se faire grignoter. Donc, c'est Canggu, Pererenan, tout ça. C'est un peu the place to be en ce moment. Ok. Ouais. Mais tout grignote, hein, donc ça change vite. Le marché change très vite. Ok. Donc même pour investir, en vrai, il vaut mieux investir vraiment limite au nord parce que tu sais que ça va finir par monter. Quoi. Ouais, c'est ouf. Et est-ce que là-bas, tu as fait des rencontres entrepreneuriales qui ont changé ta vie? Qui ont changé ma vie. Alors, tout le monde change un peu ta vie d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai pas eu une rencontre particulièrement qui m'a bouleversée. Mais on s'est fait des super potes entrepreneurs. Ouais, il y a une grosse communauté d'entrepreneurs français. Du coup, on est tous ensemble sur un gros groupe WhatsApp, etc. Et t'as des soirées. Ouais, c'est cool. Il y a des soirées entrepreneurs tous les jeudis. Ouais, j'ai fait des rencontres qui étaient intéressantes. Et après, le seul hic que je reproche à Bali, c'est pas Bali en tant que tel, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens de passage. Donc, des fois, c'est un peu triste parce que toi, quand tu restes, t'as des entrepreneurs qui sont là que pour un mois, tu t'attaches un peu à eux, c'est cool. Puis eux, ils repartent et machin. Donc, ah ouais, je vois très bien. Voilà, donc ça, il faut l'accepter aussi. Mais il y a des gens qui sont vraiment intéressants, ouais. Mais même pas que dans les Français. Hein. Franchement, il y a tellement de... Bon, il y a beaucoup de gros influenceurs aussi brésiliens, beaucoup de modèles. Ok. Tout le monde est beau à Bali. Ah ouais? Ah ouais. Ah, les meufs, elles sont incroyables. Ah ouais? Il y a beaucoup de mannequins. Toutes les mannequins, elles sont là-bas. Les modèles australiennes, brésiliennes, russes, elles sont toutes là-bas. Il y a plein de marques qui... moi, quand j'avais shooté à l'époque de ma marque, c'était une marque en lithothérapie avec des gua sha, etc. On était servis. Hein. On avait fait avec des super modèles. En plus, toutes belles et bronzées. Elles sont incroyables. Franchement, les gens sont vraiment beaux. Est-ce qu'on devient beau quand on va là-bas? J'aimerais te dire que oui, mais je ne crois pas. Merde. Non, mais c'est vrai, franchement. Puis, en fait, il y a une telle... Alors, ça peut paraître un peu superficiel, et ça l'est sûrement d'ailleurs. Il y a une telle culture du bien-être que tout le monde fait super attention aussi à son alimentation, son physique. Tout le monde est à la salle, tout le monde est... Bon, du coup, ça donne un truc, t'es là, bon, peut-être que je me remotive. Moi, ça m'a un peu remotivé après la grossesse à me dire, c'est un peu mou tout ça. On va y retourner. C'est ça. Ok, en tout cas, c'est super intéressant d'être un peu en immersion, tu vois, dans ton lieu de vie. Je trouve ça génial. Enfin, j'ai adoré mon expérience à Dubaï. Pourtant, c'est pas que j'avais des a priori. Enfin, non, j'essayais de partir sans a priori et de voir un petit peu ce que ça allait donner. J'ai trop kiffé, quoi. Donc, moi, j'aime bien découvrir de nouveaux environnements. Là, j'ai entendu parler d'une ville en Espagne. Ouais. C'est Caroline, qui est passée sur mon podcast, là, l'épisode qui vient de sortir, bref. Caroline Bassac qui vit là-bas. Ça s'appelle... Reva, bon bref, un truc comme ça, vers Valence. Et apparemment, elle me dit que c'est canon, c'est en train de se développer, expat, entrepreneur, etc. Donc encore un truc qu'il faut que j'aille voir. C'est bon à savoir. Moi, je suis toujours en quête de... Ah ouais? Le hic que je reproche à Bali, c'est que c'est loin. C'est hyper loin. Et franchement, pour faire toute ma vie là-bas, je me projette pas. J'adore le style de vie, mais toute ma vie... Enfin voilà, je pense que tu dois connaître ça, mais les enfants, les parents qui vieillissent, j'ai pas envie d'être trop loin non plus, tu vois, quand il y a le moindre truc... ce qui d'ailleurs est arrivé malheureusement là il y a quelques
semaines. Avec le papa de Chris, c'est compliqué pour revenir, tu vois. C'est vraiment compliqué, donc je cherche aussi d'autres lieux de vie. Écoute, je te ferai des petits résumés à chaque fois que je partirai en excursion. Ouais, carrément. En fait, après, j'accepte le fait qu'il n'y ait pas de lieu parfait. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça le truc. Parce que moi, vraiment, je reproche rien à Bali si ce n'est le fait que c'est loin. Et à la fois, je me dis, mais je trouverai jamais un truc aussi bien, aussi fluide, machin. Donc, à voir, tu vois. On nous a parlé de l'Afrique du Sud aussi, qui apparemment est bien. Nice. Bon, c'est à 12 heures de vol, mais il n'y a qu'un vol par rapport à Bali, où c'est genre 12 heures plus 5 heures, plus... Enfin, ouais, c'est clair, Bali, c'est vraiment loin. C'est vraiment loin. À chaque fois qu'on y va ou qu'on y retourne, on se fait la même réflexion. On se dit, c'est loin quand même. Ah ouais, c'est vraiment loin. Puis avec un enfant. Ouais. Enfin, c'est challengeant quand même, tu vois. Les siestes, machin et tout. Enfin bref. Donc Afrique du Sud, apparemment, pas mal. À voir. Ok, ouais. Juste la sûreté, c'est pas... Ouais, moi, c'est pas... C'est ça dont... Moi, c'est pour ça que j'aimerais aller voir par moi-même. Il y a des gens qui nous disent, en vrai, ça va, et d'autres qui nous disent, ça craint vraiment. Donc, j'ai envie d'aller voir. T'entends tous les sons de cloche et l'expérience est tellement différente pour chacun. Donc, je vais voir. Bon, bref. Il nous reste plus que quelques minutes ensemble, ma chère Solène. Tu vas quand même écrire un livre, c'est quand même important de le dire, bordel. Ouais. Donc, tu vas écrire un livre qui sort en septembre, le 12 septembre. Tu parles de quoi dans ce livre? Je vais parler de la multipotentialité. Le livre Ah bon? C'est étonnant comme sujet. Eh bien, oui, je sais que je vais tous vous surprendre. C'est encore un nouveau sujet. Le livre s'appelle « Pourquoi choisir quand on veut tout faire ?» Et c'est vraiment en fait la question que moi je me suis posée et que j'ai eu envie de crier au monde en fait pendant des années. C'est pourquoi je suis obligée de choisir une seule chose, une seule étiquette, une seule boîte. C'est à mi-chemin en fait entre un essai et un peu d'autobiographie, comme je te disais tout à l'heure, dans le sens où forcément j'apporte un petit peu de moi, mais je voulais pas faire un livre qui parle que de moi. Même si je suis un personnage égocentrique, très assumé, je voulais pas non plus que ça parle que de moi, parce que je trouvais pas forcément ça intéressant, et je voulais apporter aussi d'autres réflexions. Donc, il y a un côté un peu méthodique, où vraiment j'apporte des conseils, des méthodes, des choses que moi j'ai appliquées dans ma vie, etc., pour justement cette notion de choix, de priorité, de multipassion, comment on gère ça au quotidien et comment on l'assume aussi auprès des autres. Et il y a un côté aussi réflexion où tout ne trouve pas de réponse. Et c'est ça aussi, moi j'adore dans mes lectures personnelles, c'est de lire quelque chose où on peut s'imaginer un peu nous-mêmes quelle est la réponse à ça, parce qu'il n'y a pas forcément toujours de bonnes réponses. Donc ça laisse un peu songer le lecteur. Donc j'ai hâte, tout autant que j'ai peur que vous le découvriez, pour être honnête. Ah, mais il va être super, j'en suis. Parce que ce fut bien challengeant. Mais... Tu m'étonnes. Combien de mois t'as mis pour écrire? En fait, alors pour écrire, j'ai mis entre 3 et 4 mois, mais il y a eu à peu près 1 an de recherche. En fait, quand je dis 1 an de recherche, c'est que depuis quasiment fin 2022, début d'année 2023, juste après mon accouchement, j'ai commencé à faire pas mal de recherches un peu partout, à récupérer des documents, des dossiers dans mon ordi, etc., sur la multipotentialité, parce qu'il y a eu très peu d'études en fait qui ont été faites dessus. La plupart dans le monde anglophone, forcément, mais il y en a très peu, et c'est très récent. Les premières études, elles datent de 72 d'un psychiatre qui s'appelle Frederickson. Et en fait, ils ont pas poussé les études. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a aussi une partie qui est très dans la réflexion, parce que je n'ai pas d'études à l'appui, donc on reste en fait dans de la théorie. Tu vois, il n'y a pas vraiment, tout comme beaucoup de théories neuroscientifiques, etc. Je ne peux pas les prouver, mais je peux te montrer qu'avec certains exemples, ça nous laisse à penser que. Mais il n'y a rien de vraiment concret, parce que la multipotentialité n'est pas considérée comme une neuroatypie au sens clinique du terme. C'est une neurodivergence, mais c'est légèrement différent par rapport au haut potentiel, qui est encore différent, dont on entend beaucoup parler, le HPI, HPE, qui là, ça, c'est une neuroatypie. Donc, j'ai dû vraiment creuser mes recherches pour pas dire n'importe quoi. Pour moi aussi, déjà en apprendre davantage et pour savoir de quoi on partait, en fait, quelle était la base, combien d'études ont été faites, pourquoi elles n'ont pas été poursuites. Et je me suis aussi fait accompagner sur ce livre-là d'une neuroscientifique qui s'appelle Fanny Nussbaum, qui est aussi auteure, qui fait des choses super bien d'ailleurs, et qui m'a a un peu aidé à aiguiller mes recherches, surtout sur tout ce qui était phylocognition, que parfois j'étais un petit peu perdue, parce que je suis pas psychologue et je vais pas me prendre pour ce que je suis pas. Donc voilà, j'ai vraiment mis tout mon travail de recherche, de pensée, de réflexion et de méthodes pratiques que moi je fais et j'applique en bonne multipassionnée dans ce livre. Donc let's see. Hein. Mais oui. En tout cas, c'est excitant, c'est un super projet. C'est cool. J'ai hâte de le découvrir. Ouais, écoute, je t'en enverrai avec plaisir. Mais grave, franchement, j'ai trop hâte. Avec grand plaisir. Je suis très, je lis énormément de livres. Ah mais trop bien. Ouais. Moi aussi, j'adore. J'adore. Trop bien. En fait, c'est marrant parce que tu peux vraiment devenir. Après, il faut trouver ta vibe, ton style de livre.
mais c'est limite une addiction, quoi. Ah, mais complètement. J'adore. Complètement. C'est pareil. Bon, moi, je lis vraiment de tout pour le coup. Autant du business que du roman, que de la littérature. Parce que je sais pas, voilà. Je me passionne toujours de plein de trucs. Va savoir pourquoi. En fait, c'est de la curiosité. C'est que j'aime bien savoir. Puis même dans la littérature, j'apprends toujours plein de choses où il y a des références historiques qui parfois sont intéressantes à ressortir. Ouais, il y a des trucs qui sont même culturellement cool à savoir. Donc, ouais. Voilà, prise de passion pour pas mal de choses. Mais oui, c'est bien. Ben, la lecture, c'est très important, les amis. Vraiment, pensez à lire. Mais ouais, on apprend plein de trucs en vrai. Sous-estime la lecture. Absolument. 3 petites questions pour toi. Oui. Nos 3 petites questions rituelles. Première question. Quel était ton rêve de petite fille, Solène ? Alors, mon rêve de petite fille, je crois, alors ça va vraiment vous faire rire, enfin rire ou pas. Moi, j'avais des rêves d'artiste. Je suis pas une artiste dans l'âme du coup, mais moi, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. Et je rêvais d'être actrice. Ah. Voilà. Alors que je n'ai pas spécialement de talent pour ça. On va pas, voilà. Mais vu que j'ai baigné dans le théâtre et je peux être un peu théâtrale, oui, je suis lion de signe astrologique. On a déjà fait notre parenthèse astro. On a oublié de faire la parenthèse astro. Oh, bon, on en parlera ce soir. Bon, voilà. Le lion est connu pour son côté un peu dramatique et théâtral. Lion. Ouais, je suis lion. Et bref. Et du coup, je rêvais d'être actrice, ouais. Bon, j'ai beaucoup changé comme beaucoup d'enfants, je pense, où j'ai voulu faire tout un tas de métiers, mais ça m'est resté pendant longtemps. Et du coup, on brillait beaucoup, mais forcément, parce que c'est des rêves un petit peu... pas impossible, mais bon, c'est mignon, quoi. Mais ce n'est pas terminé. Qui sait ? Non, qui sait ? Un jour, tu auras peut-être ton TV show. Peut-être. Ouais, en plus, j'ai trop envie de reprendre le théâtre. Mais c'est pas pareil de faire du théâtre enfant que maintenant où il y a plus de peurs qui se sont logées. Enfant, t'es innocent, tu t'en fiches du regard des autres. Franchement, moi, quand je me revois sur scène, des petites caméras, etc., mon père, il me filmait et tout, c'est trop drôle. Maintenant, je me dis, mais je sais même pas si j'aurais l'audace de faire ça, tu vois. Ouais. Alors après, ce qui est cool, c'est que tu vois, avec YouTube, tu peux vraiment te créer le concept que tu veux et te faire kiffer, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Complètement. Ça peut être aussi ton différenciant. Enfin, c'est vrai. Je trouve ça chouette. J'avoue. Putain, je viens de te donner un truc là. Allez, peut-être. Allez, les gars. Bientôt sur vos écrans. Mais on adore. Je voulais te dire un truc. J'étais là en mode, oublie pas de dire ça. Eh ben. Ah si, oui, c'est vraiment quand c'est pas important qu'on oublie des trucs, c'est toujours comme ça. Par rapport au fait que t'es lion, je sache que j'ai le signe astro lion tatoué dans mon dos. Ah, c'est vrai ? Ouais, alors je suis pas lion. Et ben voilà, j'ai le même. Alors je l'ai pas dans le même sens du coup. A priori, je l'ai dans le mauvais sens du coup. Peut-être. Et j'ai un tout petit cœur. En fait, je l'ai fait parce que mon fils s'appelle Léo. Donc ça veut dire lion. Mais je ne suis pas lion, il n'est pas lion, personne n'est lion. Mais du coup, j'ai le signe astro. J'adore. Ah, c'est énorme. Parce que ma fille, elle s'appelle Yana et c'est lion en hébreu. Ah ouais ? Mais trop drôle. Et vu que Chris et moi, on est lion. Mais non. Ouais. Putain, mais dingue. Les lions s'attirent. Vous êtes tous des lions. Ouais, je te jure. Ok, trop bien. Je suis sûre que tu as un petit mantra pour nous, que tu kiffes. Alors, j'ai pas un mantra en particulier, mais c'est pas forcément une phrase d'ailleurs tirée d'auteur. C'est pas quelque chose que je vais vraiment formuler, donc je vais plutôt vous donner l'idée. Mais moi, c'est plutôt... C'est une philosophie. En fait, c'est tout ce que je te racontais tout à l'heure par rapport à l'échec. C'est de toujours m'autoriser à tout tenter, en fait, et de me faire confiance quoi qu'il se passe, tout le temps. Tu vois, même si l'échec vient me trouver, il saura me trouver, de toujours me faire confiance sur le rebondissement derrière et de pas avoir peur. Parce qu'en fait, je pense que quand les gens ont peur de l'échec aussi, c'est qu'ils se font pas assez confiance sur l'après. En se disant, est-ce que je vais savoir rebondir ? Alors parfois, c'est plus compliqué que d'autres, bien entendu, mais je me suis toujours promis ça parce que ça peut paraître un peu no pain, no gain, et c'est pas forcément le cas, mais c'est que je me fais vraiment pleinement confiance sur ça parce que je sais que j'ai les capacités de rebondir, quoi qu'il se passe, tout le temps. Donc c'est un peu ce qui me drive de me dire, quoi qu'il se passe, tu vas échouer, mais fais-toi confiance sur la suite. Putain, tu trouveras toujours le moyen de rebondir, faire de l'argent, et même sans que parler d'argent, parce que ça fait un peu vénal, mais de rien, c'est ce qui va te permettre de réinjecter dans d'autres choses. Donc, tu vas toujours t'en sortir. Parce que c'est pour le moment... Alors, attention, hein, j'ai que presque 6 ans d'entrepreneuriat. C'est pas non plus 30 ans. C'est bien, parce que t'es jeune, hein, quand même. Quel âge t'as ? 28 ans. Pourquoi je suis si vieille, moi ? Pourquoi tout le monde est plus jeune que moi ? J'en peux plus, bordel. Non, écoute, l'essentiel, c'est de s'être lancé. Oui. C'est cool. Oui. Mais ouais, de me faire confiance, en fait, tout le temps. C'est une magnifique qualité que tu as. Hein. Ça vaut de l'or. Ouais. Je dirais même que c'est une compétence, c'est une skill de ouf. Ouais. En tout cas, ça m'a sauvée plein de fois. Donc, oui, c'est vrai. Je pense que c'est un des trucs... autant j'ai aussi plein de travers, mais peut-être que ça, c'est ce qui me sauve tout le temps. Mais grave. Tout le temps. En fait, tu capitalises sur une des best skills ever, je pense.
Ouais. d'un entrepreneur. Quoi qu'il se passe, ça crache et puis ça repart. Putain, c'est beau. Du coup, je pense que la réponse à la dernière question va être un peu en lien avec ce que tu viens de dire. Ouais. Ça veut dire, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Être la locomotive de sa vie, bah, ça va être en lien avec aussi mon message de base. C'est aussi s'autoriser à pleinement vivre toutes ces multifacettes sans essayer de les cacher au monde parce qu'elles ne nous plaisent pas ou parce qu'on nous a fait sentir qu'on était trop. Tu vois, moi, je l'entends vraiment comme ça parce que ça vient résonner avec mon histoire personnelle aussi, l'histoire de beaucoup de femmes qui se diminuent en fonction de la personne qui sont en face d'eux et qui, pour moi, ne sont plus du coup les locomotives de leur vie, tu vois. Parce qu'en fait, elles sont en train de se rabaisser pour ne pas rendre l'autre personne insécure, pour rassurer l'autre personne dans son petit ego fébrile. Donc, donc ouais, être la locomotive de sa vie, c'est prendre conscience de ça et vraiment s'autoriser pleinement à briller, à prendre la place qu'on mérite en fait, sans déborder sur l'autre, parce qu'encore une fois, il y a des nuances aussi, parce qu'on entend de tout. Oui. Mais ouais, c'est prendre sa vie aux mains, oser et ouais, oser avoir de l'audace. C'est complètement l'audace ça, d'essayer l'audace. Trop bien, on adore. Ma petite Solène, je t'invite à regarder cette caméra-là et à dire un petit mot d'adieu à tous nos amis qui nous écoutent. Eh bien, j'ai été ravie d'être reçue sur ce podcast. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu et je vous remercie. Un grand merci à tous. Un grand merci à tous. Merci. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à sonner la petite cloche. Je ne sais même pas à quoi ça sert, mais sonnez la cloche pour avoir les notifications, j'imagine. En tout cas, voilà. Et laissez-nous un petit commentaire toujours. Venez nous dire ce que vous avez pensé du podcast, etc. C'est toujours sympa d'avoir vos retours. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas aussi à nous contacter. Et puis, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur le podcast Les Locomotives. Salut Solène. Salut Sandra, merci. Merci à toi. Ciao, ciao.